Allez, c'est parti. Nous voilà pour ce nouveau live questions et réponses numéro 21 spécial profilage et physiologie. Avant toute chose, je me réjouis vraiment de faire cette séance de questions et réponses avec toi. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait une et surtout, en général, je les fais pas le plus tard le soir. Je les fais plutôt le matin. Donc, je me réjouis vraiment de voir qui va participer et de passer un petit peu plus de temps du coup avec la communauté ce soir et répondre à vos questions. Je te rappelle que en plus de la séance de questions-réponses, c'est également le lancement de ma formation Protocole 41. Protocole 41 où je détaille tout ce que j'ai appris jusqu'ici sur le profilage au lactate et surtout la manière dont moi je l'ai appliqué via ce protocole 41. Et donc l'objectif avec cette formation, c'est de permettre aux coachs, aux athlètes et aux sportifs qui souhaitent quantifier leur progrès, mesurer leur métabolisme et optimiser leurs entraînements avec le lactate, à le faire dans les meilleures conditions avec toutes les informations nécessaires. Donc voilà, je t'annonce que ce programme, cette formation est maintenant disponible. Tu peux scanner le code QR. Tu peux également te rendre simplement sur la Upside Strength Academy sous l'onglet formation pour retrouver Protocole 41. Je te rappelle que le prix de lancement est valable uniquement pour les 20 premiers inscrits à la formation. La formation passe ensuite à 449 francs. Merci à tous ceux qui soutiennent Upside Strength via les programmes, via les formations. Donc, comme je te l'ai dit, une séance de questions-réponses aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là. Aurélien, salut Sean, je serai pas super causant, je suis en pleine séance. Ok, écoute, bon entraînement à toi Aurélien, merci de nous rejoindre malgré tout sur ce live. Et donc ce que je vais faire, c'est répondre à un maximum de questions ce soir. J'ai plein de questions accumulées d'il y a un petit moment, donc je vais essayer de m'y atteler. Je vais juste voir combien de questions on a ici. 209, ouais, on a une bonne quarantaine de questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là, mais en tout cas, sache que je vais faire de mon mieux. On va faire ce qu'on peut pour essayer de répondre à un maximum de questions ce soir. C'est vraiment un exercice que j'aime bien. Donc, écoute, sans plus attendre, alors si tu as des questions, je te le rappelle, si tu as des questions, mets-les-moi dans le chat et je me ferai un plaisir de te répondre. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire 2-3 questions de ma liste, une question dans des commentaires et essayer d'alterner comme ça parce que je te dis, j'ai une quarantaine de questions sur ma fiche ici auxquelles j'aimerais bien répondre afin de pouvoir passer à la suite. Et j'aime beaucoup répondre aux questions en direct. Donc, quand les gens me les posent directement dans les commentaires, parce que si j'ai une question supplémentaire, on peut amener du contexte. Donc, j'aimerais faire plus de ça. Et pour ça, il faut que je termine cette longue liste de questions que j'ai accumulées au fil du temps. Donc, allons-y, sans plus attendre. Bonjour, Astrid me demande bonjour. Je suis intéressé par la programmation Biker Power, mais je m'entraîne qu'une fois par jour. Dans l'intégration, tu parles plutôt d'entraînement bi-quotidien. Est-ce que c'est compatible du coup en s'entraînant qu'une fois par jour? Faire par exemple 1 heure de vélo, 1 heure de programmation CrossFit par séance. Merci par avance. Bonne journée, Astrid. Alors oui, tu peux tout à fait effectuer ce programme si tu ne t'entraînes qu'une fois par jour. Après, le défi, bien sûr, c'est de trouver le temps de placer une programmation telle que celle-ci parce qu'il y a quand même 3 à 4 séances par semaine, selon les semaines, ce qui fait pas mal de travail. Donc, ce que je ferais comme modification au programme pour l'intégrer de manière un petit peu plus douce, on va dire, dans une planif d'entraînement qui contient pas trop de volume, c'est que j'alternerais semaine 1, entraînement plutôt puissance max, semaine 2, entraînement plutôt VO2 max. Et la raison pour laquelle je ferais ça, c'est pour avoir un petit peu moins d'intensité dans le programme, du coup, parce qu'il y a quelques semaines où il y a 2 intensités, et ça, c'est des grosses semaines quand même. Donc, ce que je te conseille, voilà, c'est d'essayer de séparer, d'allonger un petit peu la programmation si tu veux bien. Et en gros, tu ne fais pas la 2e intensité quand il y a 2 intensités dans la semaine. Tu fais tes 2 séances de basse intensité, une séance de haute intensité. Semaine 1, tu feras une plutôt sprint. Semaine 2, tu feras une plutôt VO2 max et ensuite 3 sprints, etc., etc. Et je pense que ce sera le meilleur moyen d'intégrer cette programmation, mais avec un petit peu moins de volume. Quoi qu'il arrive, ne fais pas 2 séances d'intensité dans la semaine si tu n'as pas fait
tes 2 séances de basse intensité précédemment. En gros, faut que soit que tu suives la prog au complet, soit que tu la ralentisses un petit peu, on va dire, pour que tu puisses caser toutes tes séances. Mais tu peux tout à fait l'intégrer en t'entraînant qu'une seule fois par jour. Voilà pour la première question. Vaïd est là, Gianni est là aussi. Gianni Colli, rappelle-moi si tu parles anglais ou français. I don't remember if you speak French or English. Il y a moi qui est là qui nous dit hola aussi. Eh ben, salut moi, salut à toi. En tout cas, super de déjà vous avoir sur le live. On continue avec la prochaine question. Damien demande comment fais-tu pour séparer la zone 1, recovery, et la zone 2 avec le lactate, fréquence cardiaque. Merci. Alors ça, salut Didier Pierrick, merci de nous rejoindre sur le live. Ça, c'est une question qui est toujours très intéressante et j'ai eu plusieurs pensées là-dessus au fil du temps. Jason Carrel, salut Jason, merci de rejoindre le live. J'ai eu plusieurs réflexions sur cette question de comment départager zone 1 et zone 2. Ce qui est intéressant, si on regarde le lactate et comment il réagit à basse intensité notamment, il semblerait qu'il y ait une intensité qui soit trop basse pour éliciter une véritable sollicitation des mitochondries. On va le parler comme ça. Salut Gianni, je parle français, j'étais au séminaire de Keep Up. Merci pour le rappel Gianni, ravi de t'avoir sur le live. Donc il semblerait qu'il y ait quand même une démarcation entre des intensités très très basses qui n'ont pas vraiment d'effet sur la lactatémie et des intensités un petit peu plus élevées qui ont tendance, mais qui sont quand même basses, qui sont toujours en dessous du premier seuil, qui tendent à faire baisser la lactatémie par rapport aux valeurs de repos ou aux valeurs à très très basse intensité. Donc, je serais presque tenté de faire la démarcation entre ces deux zones. Mais ce que je remarque aussi, c'est que cette tendance, elle n'existe que chez les gens qui sont déjà bien entraînés et qui ont du coup, si tu veux bien, la place à basse intensité d'avoir ce plat, d'avoir une petite descente et ensuite une première inflexion vers le haut qui dénoterait du premier seuil. Et chez les gens moins entraînés, il semblerait que... Alors, soit ça se passe à des intensités si basses que je ne les mesure pas, soit c'est possible qu'on ne voit pas ces tendances chez tout le monde. Donc j'aurais tendance à te dire que chez les gens bien entraînés, peut-être qu'on peut utiliser ça comme démarcation zone 1, zone 2. Mais à mon sens, telle que moi je la définis, en tout cas la zone 2 à l'heure actuelle, qui est des intensités en dessous du premier seuil, du lactate ou de la VO2, il n'y a pas de seuil du VO2, mais c'est seuil ventilatoire, on peut aussi avoir des seuils à l'oxymétrie musculaire, enfin bref. Zone 2 en dessous du premier seuil, donc un état stable au niveau cellulaire, au niveau musculaire. Et donc sur cette base-là, eh ben, j'ai perdu le train de ma pensée, je m'excuse. Donc, zone 2, en dessous du premier seuil, voilà. Et la zone 1, ben, au final, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de démarcation entre les deux. C'est un spectre, en fait, ce zone 1, zone 2. Et après, selon ton niveau, tu vas t'entraîner plutôt en haut de ce domaine modéré, hein, cette basse intensité, ou plutôt bas sur ce domaine d'intensité. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Et pour les gens plus entraînés, tu vas passer plus de temps plus loin, on va dire, de ton premier seuil, si on le compare à quelqu'un qui a un niveau moins développé et qui va du coup s'entraîner peut-être plus près du premier seuil, si on parle en pourcent, de premier seuil par rapport au travail. C'est simplement que l'échelle absolue est extrêmement différente chez une personne élite et chez une personne non entraînée. Je te donne un exemple très concret. Cycliste professionnel, premier seuil, 330 watts. Okay, quelqu'un qui fait du crossfit de manière compétitive, mais qui manque un petit peu d'endurance. Un homme, par exemple, 85 kg, en watts, ça pourrait donner quoi? 120, 130 watts sur le premier seuil. Et donc, si tu es à 30 watts sous ton premier seuil, le crossfitter que j'ai cité là sera à 100 watts. Le cycliste professionnel sera à 300 watts. Même si c'est 30 watts en dessous du premier seuil, 300 watts, c'est 300 watts. Et ce n'est pas gratuit comme travail, de très loin pas. Ça te demande énormément d'énergie, de calories également. C'est du travail, véritablement, qu'il faut alimenter. Et donc, ce n'est pas du tout le même effort. Ce n'est pas du tout le même effort pour le cycliste professionnel et pour la personne qui débute son développement métabolique. Et donc, de ce fait, le cycliste professionnel aura tendance à s'entraîner plus bas, disons 240, 270 watts. Donc, c'est beaucoup plus loin de son premier seuil parce qu'il a besoin de s'entraîner aussi bas que ça, sinon il ne pourrait pas faire autant de volume.
En gros, c'est là où je voulais en venir. Et donc, pour les gens plus entraînés, tu t'entraîneras plus bas dans ce spectre zone 1, zone 2, parce que ça te permet de faire plus de volume et c'est du travail qui coûte moins au niveau métabolique et au niveau calorique. Et pour quelqu'un qui a un moindre niveau, tu t'entraîneras plus près du deuxième seuil, donc plutôt en haut de ce spectre zone 1, zone 2. Donc voilà ma réponse à comment les départager. Eh ben, tu ne les départages pas, tu les utilises simplement les deux ensemble. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Donc ensuite, voyons la prochaine question. Gabriel Page, salut Gabriel et merci pour ta présence ce soir durant cette séance de questions et réponses. Si j'ai de la peine parfois avec mes mots, c'est parce que j'essaie de gérer toutes les questions en même temps. Donc, merci de votre patience. Alex M me demande, salut Sean, petite question. Dans l'un de tes podcasts ou questions-réponses sur la zone 2, tu parles d'un RPM à 80. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi cette fréquence? Alors, j'appelle ça une cadence. Pardon de la précision au niveau du vocabulaire, mais la fréquence et la cadence. Alors oui, la fréquence de pédalage, mais voilà, ça s'appelle une cadence. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi cette cadence? Dans le cas où tu pédales un peu plus vite, 90 ou 100, vaut-il mieux augmenter la difficulté pour rester à ce RPM? Je te remercie d'avance et merci pour tout. Alors, je te dirais que pour la cadence, il semblerait y avoir un juste milieu pour la plupart des personnes qui se trouvent entre 80 et 85 RPM, qui est un bon équilibre entre la contrainte de force et la contrainte de vélocité. Après, il n'y a aucun problème si tu t'entraînes un petit peu plus haut que ça, surtout si tu es bien entraîné et bien habitué. Ce que j'ai entendu dire par un coach en cyclisme récemment et qui m'a bien parlé, c'est de se dire qu'il faut être capable d'opérer à des fréquences ou des cadences, pardon, j'ai repris ta fréquence, des cadences entre, disons, 60 et 130, même 50 et 130. Tu devrais pouvoir travailler à ces fréquences-là. Est-ce que tu dois passer tout ton temps à ces fréquences des cadences très très basses ou des cadences très très hautes? Non, absolument pas. Je pense que cette médiane de 80, 85 RPM, 90, 95 pour les cyclistes, c'est tout à fait normal et ça convient très très bien. Et il y a des cas où on va faire des séries à 60 RPM. Il y a des cas où on va faire des sprints max et ça va être du 120, 130 RPM. Donc je ne pense pas qu'il y ait une cadence optimale. Je pense juste que c'est un petit peu celle qui semble être la plus commune et la plus économe pour la plus grande partie des personnes. Mais rien ne t'empêche de dévier un petit peu vers le haut ou vers le bas, selon l'objectif de séance ou selon là où tu te sens le mieux. Je le mettrai comme ça. Ah ben, on a une question déjà dans le chat, donc on va gentiment y aller. Gabriel Page. On a Nora Néat, salut Nora, qui est avec nous aussi ce soir. Merci à toi, mon ami, d'être là. Ça fait plaisir et j'espère te voir quand je serai à Paris pour les French Throwdown prochainement en juin. Donc, Gabriel Page, pardon, à partir de quel âge peut-on mettre en place le travail de seuil? On a de nombreux teens en CrossFit en France et Europe prometteurs. Quel serait ton conseil à leur prodiguer? C'est une question chargée, ça. C'est une très, très grosse question, une question qui est très, très importante. Donc, je préface ma réponse en te disant que je ne suis pas spécialisé, je ne suis peut-être pas aussi bien informé que je voudrais l'être pour répondre à cette question sur le sujet du développement à long terme des athlètes de haut niveau dans leurs jeunes années. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment recherché. Donc, ce que je vais te donner là, c'est ma perspective actuelle, mais qui est complètement sujette à interprétation. Et donc, ce que je te dis là, je vais te mettre un indice de confiance de 5 ou de 50% dessus. D'accord? Donc, je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance là. Et s'il y a des gens qui veulent me corriger plus tard, n'hésitez surtout pas. Je pense que je peux en apprendre comme vous de ces réponses. D'après ce que je comprends, il semblerait que ce soit néfaste pour les jeunes d'appliquer trop d'intensité trop tôt. Chose qui est problématique, notamment dans une discipline comme le CrossFit, qui a tendance à imposer énormément d'intensité sur ses compétiteurs. Plus qu'il ne leur en faut, d'après ce que je vois et ce que je comprends en tout cas. Et je pense que ce serait une grosse, grosse erreur de faire la même chose avec les jeunes. Je pense que les jeunes, ils vont avoir un intérêt extrêmement conséquent de se développer de manière générale sur toutes les qualités CrossFit et autres, mais en ne faisant au final des tests, des événements de compétition CrossFit que très peu fréquemment.
parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être très très bons au CrossFit là maintenant tout de suite. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être très très bons en haltéro, très très bons en gymnastique et très très bons sur leur développement monostructurel. Ça, ils en auront besoin pour plus tard pour réussir dans le CrossFit. Mais pour être très très bon dans ces différentes disciplines, tu ne peux pas être aussi très très bon en CrossFit parce que le CrossFit tel qu'il est pratiqué en compétition est un effort extrêmement taxant sur le système nerveux, sur les systèmes métaboliques, hormonaux, enfin tout ce que tu veux, c'est dur, d'accord? Et si tu mets tes billes dans ce bac-là, tu peux pas mettre tes billes autre part. Et à mon sens, il faudrait mettre ses billes autre part, mais il ne faudrait pas mettre ses billes sur de l'intensité dans ces autres catégories de sport, ou cette dissociation des compétences qui forment le CrossFit, mais plutôt sur le volume et sur une variété d'activités sans parallèle. Je pense qu'il y a vraiment énormément qui est laissé de côté si on ne développant pas ses qualités générales. Et par qualité générale, c'est faut que ces gamins ils fassent plein de sports différents. Il faut qu'ils fassent des sports où ils lancent des choses, il faut qu'ils fassent des sports où ils passent des choses avec les pieds, il faut qu'ils développent leurs compétences athlétiques de manière générale au plus haut niveau possible parce que ça va les aider plus tard pour être performants en CrossFit. Donc, pour me recadrer un petit peu sur ta question, Gabriel, je te dirais que plus tard que ce que tu ne penses, parce que j'ai pas vraiment d'âge et peut-être que Max, s'il est là ce soir, peut nous en dire un peu plus sur comment il opère avec ces jeunes en course à pied. Mais moi, je sais que je dirais que c'est du travail qu'on devrait mettre en place un petit peu plus tard que ce qu'on ne pense. Ce serait mon conseil. Et donc de faire un petit peu moins d'intensité CrossFit et de faire un petit peu plus du reste, parce que encore une fois, ça va les aider avec leur CrossFit. Ça, je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. Je te rappelle, avant que je passe au prochain commentaire et à la prochaine question, que je lance là maintenant tout de suite la formation protocole 41 qui te permet de faire ton propre profilage au lactate. Alors bien sûr, il faut investir dans l'équipement nécessaire, mais l'idée c'est que je te transmets tout ce que moi j'ai appris en tout cas pour que tu puisses quantifier ta courbe de lactate, pour que tu puisses orienter tes décisions et tes décisions d'entraînement, de comment tu vas faire tes entraînements sur la base de ces informations et que tu puisses faire un suivi de ton développement métabolique dans le temps. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette formation qui est faite pour les coachs, pour les athlètes, pour les sportifs. Ce n'est pas une formation qui est dédiée à te permettre de faire ces évaluations sur d'autres personnes. Mais donc, si c'est quelque chose que tu souhaites ajouter à ton panel de compétences, c'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser. Une autre chose que je dis dans l'introduction de cette formation et que je te répète ici, c'est que ce n'est pas une formule magique. Juste parce que tu mesures ton lactate et juste parce que tu as une courbe de lactate devant les yeux, ça ne veut pas dire que tu vas être meilleur que l'autre. Parce que quantifier ce genre de choses, c'est une corde à ton arc, c'est une compétence de plus, c'est une perspective supplémentaire pour informer tes prises de décision par rapport à l'entraînement. C'est en aucun cas une garantie de réussite. C'est pas une recette magique, d'accord? C'est un outil de plus et donc non, il n'est pas approprié pour tout le monde. Il est absolument pas approprié pour tout le monde. C'est un outil qui va peut-être pouvoir t'être utile. Et donc, si tu tombes dans ce cas-là, c'est intéressant pour toi. Si ça ne t'intéresse pas de faire ces choses-là, tu n'en as pas besoin pour performer et pour réussir dans ton sport. Qu'on soit très très clair là-dessus, je tenais à le dire. On passe au prochain commentaire. On a Dark Sloan LWT. Bonsoir Sean, salut à toi. Nora qui est là, super. Clyde, bonjour Sean, salut Clyde, merci d'être là. Maxime Walt, merci Sean, super programme, super vidéo. Merci beaucoup Max. Max avec qui j'ai collaboré sur les programmations course à pied qu'on a maintenant en commun. On a Bloc 0 qui est l'introduction à la course à pied pour tous ceux et celles qui reprennent la course à pied, pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de se blesser un petit peu parce qu'ils reprennent un petit peu trop vite. C'est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier, sans mauvais jeu de mots, et de commencer sa progression de course à pied. Toutes ces formations sont disponibles, formations et programmes sont disponibles, je te le rappelle, sur la Upside Strength Academy. Et on a le bloc 1 également, qui est la continuité du bloc 0, qui te permet de commencer à développer ton endurance en course à pied. Et on se voit le mois prochain avec Max, fin du mois de mai, pour créer le bloc 2, qui sera la suite de ce programme, de cette chaîne de programmes.
pour te permettre d'aller chercher de l'intensité en course à pied. Donc voilà pour la petite histoire. Merci Max d'être sur le live ce soir. Léon qui m'a posé une question tout à l'heure sur Instagram et je lui ai demandé de passer la poser ici, donc je te réponds dans quelques instants. Avant ça, on a Pierrick, Didier, Sean. Cette zone 2 est-elle purement axée sur une endurance musculaire ou les bienfaits sont-ils cardiovasculaires? RPM à 75, bon ou pas? Alors je te réponds à l'envers. RPM à 75, bon ou pas? Oui, c'est très bien, mais si tu peux tourner un petit peu plus haut et être confortable à 80, 85 et même 90, ça te fera pas de mal. Mais progresse ça gentiment. Si pour l'instant tu es bien à 75 et que d'aller en dessus c'est dur, eh ben, fais du 75, fais des petits 5 minutes par-ci par-là à 80, redescends, 80, redescends. À terme, tu peux monter à 80 et faire tes 85, redescends, 85, redescends. Progresse ça gentiment dans le temps et tu seras plus habitué à tourner plus vite. Ce sera bénéfique. Les adaptations ne sont pas purement musculaires, absolument pas. C'est des adaptations qui sont véritablement qui impactent l'organisme au complet. C'est-à-dire que la zone 2, donc l'entraînement de basse intensité, c'est du travail qui va alimenter ton développement métabolique, donc via notamment augmentation de la densité mitochondriale, de la densité capillaire aussi, de ta capacité à vasodilater tes vaisseaux, de véritablement ouvrir les vannes et de grandir tes tuyaux pour laisser passer plus de sang et d'oxygène. On a des effets au niveau cardiaque également avec une hypertrophie dite excentrique, c'est-à-dire un grandissement du ventricule gauche du cœur. On a des adaptations qui se font également au niveau nerveuse, où on a une dominante qui est plutôt parasympathique sur ce travail de basse intensité. C'est une des raisons pour lesquelles les athlètes de sport d'endurance, notamment en endurance longue, qui doivent, de par leur discipline sportive, performer ou pratiquer énormément de volume à basse intensité. C'est pour ça qu'ils ont des fréquences cardiaques si basses. C'est parce que oui, ils ont un très très gros cœur, donc cette hypertrophie ventriculaire dont je t'ai parlé, mais c'est aussi parce que du fait qu'ils passent beaucoup de temps à basse intensité, ils ont un tonus, si on veut bien, un tonus, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, un tonus parasympathique plus important. Et ce tonus parasympathique va avoir un effet de frein en fait sur le système sympathique. En anglais, on appelle ça the vagal brake, the parasympathetic brake. Donc c'est un frein véritablement sur le nerf vague et sur du coup l'aspect du nerf vague sur l'aspect sympathique, orthosympathique, qui est associé au stress et à la fuite ou à un effort très très intense, et du coup le côté parasympathique associé au nerf vague qui lui est plutôt contributeur premier dans les efforts de basse intensité. Donc voilà pour les quelques effets que l'on peut noter. Alex M, je reprends 2-3 questions sur ma liste et ensuite je reviens sur les questions du chat parce qu'il y en a déjà pas mal qui s'accumulent. Alex M, salut Sean, autre petite question, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais pourrais-tu expliquer comment fonctionne un test au lactate, comment le réaliser et si possible, quelles sont les conclusions qui peuvent être tirées? Eh ben, Alex, je t'invite à aller, si tu me regardes, aller prendre ce code QR et aller sur la Upside Strength Academy et regarder la vidéo d'introduction de la formation Protocole 41 qui est en accès libre. D'ailleurs, il y a 4 vidéos en accès libre sur la formation. Donc, même si ça ne t'intéresse pas d'acheter cette formation ou de l'utiliser pour toi, va regarder la page de la formation parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, 1h30, 1h45 de vidéos gratuites qui est en accès libre sur la formation. Donc, va regarder ces vidéos et j'espère que tu trouveras tes réponses. César, que penses-tu des capteurs présents sur la nouvelle Apple Watch Ultra et des résultats qui figurent sur l'application athlétique et santé d'Apple? J'ai acquis cette... Alors déjà, je ne l'ai pas utilisée, je ne la connais pas et je ne l'ai pas recherchée. Donc ce que je vais te dire là, c'est purement théorique. J'ai acquis cette montre il n'y a pas très longtemps et apparemment les capteurs sont vraiment plus poussés que sur d'autres montres. Il est possible d'y faire un ECG. Oui, ça j'ai entendu. Bien sûr, résultat à prendre avec des pincettes, ce n'est pas un appareil médical non plus. Tu peux connaître tes taux d'oxygène dans le sang, donc ta SpO2, saturation périphérique, suivre tes cycles menstruels pour les femmes, ça c'est intéressant à mon avis, d'autres montres le font déjà, et d'autres applications le font déjà. Un avis et des retours sur ces capteurs d'Apple Watch Ultra. Comme je t'ai dit, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas recherché, je pense que ces montres vont continuer à évoluer, comme on en a parlé avec Max dans le bloc 1, les montres ne sont pas encore à jour pour te donner des valeurs qui sont précises et pertinentes en fréquence cardiaque à l'effort et selon comment également au repos.
surtout pour ce qui est de la variabilité cardiaque, parce que la fréquence, en fait, c'est très, très facile à mesurer. La variabilité cardiaque, il faut un niveau de détail et de précision des mesures qui est beaucoup, beaucoup plus élevé, et 240 fois plus élevé en tout cas. Et de ce fait, il faut énormément de précision sur ces mesures, et les montres au poignet ne sont pas encore à jour pour te donner ces informations de manière très très précise. Donc je suis sûr que ça s'améliore, je suis sûr qu'elle est mieux que les anciennes, euh, mais je ne sais pas te dire dans quelle mesure ça aura un impact sur la qualité des données que tu as, ou sur ce que tu vas pouvoir en faire. Jérôme Roux, peut-on faire de la zone 2 sur un assaut bike? Merci. Oui, tu le peux, surtout si tu es plutôt lourd comme athlète, donc en dessus de 100 kg pour un homme, par exemple, et surtout si tu es bien conditionné. Après, oui, tu peux tout à fait le faire. Je ne le conseillerais pas pour des gens de petite stature, parce que tu n'es pas avantagé avec la machine. Et si tu n'as pas un bon cardio, pour parler simplement, je ne te le conseille pas non plus à cause de la cadence très très basse que tu vas utiliser, du fait que pour rester à une puissance basse, il faut une cadence basse également. C'est couplé. Hein, tu ne peux pas dissocier les deux comme sur un vélo avec les vitesses ou avec le damper sur le bike erg. Donc, tu es obligé d'aller à 2 à l'heure avec ton mouvement, si tu vas à 2 à l'heure au niveau de ton rendu d'effort. Donc, je ne te le conseille pas à ce niveau-là, mais je sais que Vincent, un collègue qui fait énormément de rameurs à haut niveau, lui fait une grande partie de son conditionnement sur cette machine, simplement parce que ça lui convient très bien, et comme ça, il ne dégrade pas sa qualité de mouvement sur le rameur, ce que je trouve toujours très intéressant. Donc voilà pour la petite anecdote. Encore une question, après je rebascule sur le chat. Hello, comment vas-tu? Je m'excuse de te déranger. Une question, je pratique la boxe française en compétition depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai rapidement les quadriceps en feu lors des entraînements, ce qui finit par m'essouffler plus vite que prévu. Je pratique la boxe 3 fois par semaine, 3 heures de zone 2, 2 séances de musculation en full body. Je n'arrive pas à déterminer si c'est mon cardio qui limite mes quadriceps ou mon quadriceps qui limite mon cardio. Aurais-tu une piste à explorer, STP? Cyril. Alors, je te dirais que si c'est tes jambes qui brûlent, c'est certainement parce que tu as un déficit à ce niveau-là. En tout cas, de par mon expérience, de ce que j'ai vu, il semble que ça se tienne, et que si tu continues à travailler ta basse intensité, assure-toi qu'elle soit vraiment basse intensité, c'est-à-dire que si tu fais une séance d'une heure, ta fréquence cardiaque devrait rester plate, complètement plate. Tu ne devrais pas avoir d'élévation entre la minute 10 et la minute 60. Donc, si c'est le cas, tu es bien à cette basse intensité. RPE entre 2 et 3. Ne va pas t'aventurer dans le 4 et 5, pas pour l'instant. Garde-le pour plus tard, principalement du 2 et 3. Et continue ce développement-là, d'accord? Continue ce développement-là, il te fera beaucoup de bien et ça t'aidera pour la suite. Donc, je te dirais que tu fais déjà ce qui est juste, continue simplement à le faire, sois un petit peu patient, et on arrivera à de chouettes résultats. Gianni, les beaux jours arrivent quand on a un vélo de route et des chaussures de trail. Le sport outdoor fait donc partie de l'entraînement. Au niveau de la zone 2, je commence à bien mettre en place les 3P. C'est génial, les 3P dont j'ai parlé dans ma présentation d'hier sur les zones cardiaques. Donc, on a la performance, la physiologie et la perception de l'effort. Les 3P de Steven Seiler, un géant des sports d'endurance, et qui nous dit que pour quantifier de manière optimale tes entraînements, il faut compter ces 3 paramètres. Une mesure de performance en watts en vélo et en allure en course à pied, par exemple, ou en puissance si tu as un stride. Physiologie, idéalement, fréquence cardiaque, ça joue aussi, pas pour faire des évaluations de seuil et autres, mais tu peux utiliser ta fréquence cardiaque comme facteur de régulation, et un facteur interne. Tu peux utiliser le lactate, tu peux utiliser la VO2, tu peux utiliser l'hémoxie, et la perception, simplement, quelle est la difficulté de l'effort sur ton échelle de 1 à 10. Et ces 3P sont extrêmement utiles pour réguler l'intensité de tes entraînements, et faire en sorte que tu t'entraînes à la bonne intensité et que la séance ait les effets escomptés. Donc, merci pour cette petite anecdote. Gabriel Page, merci beaucoup. De rien. Gianni, mais j'arrive moins bien à régler la zone tempo, la zone seuil et la zone 5. J'entends par là qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que ce genre de travail est plus compliqué. Oui, oui, parce que du coup, ça coûte plus, mais je pense pas que tu devrais t'en défaire. Je pense que c'est du travail qui est important, à voir quel est ton sport de prédilection, mais d'explorer ce tempo, ces zones 3, 4 et 5, voire même 6 et 7, à différents moments de l'année, pour les bonnes raisons, c'est très, très important. Donc, ne les néglige pas. Hein, je suis le premier à dire que la basse intensité, c'est important, mais je suis aussi le premier à dire que la haute intensité, c'est important.
et ça doit faire partie de la conversation si tu veux développer tes performances et aussi dans une moindre mesure ta santé. Jason, super job, Sean, merci à toi. On continue avec Gianni. Conseillerais-tu de faire ces séances d'intensité sur home trainer ou comment ajuster les séances en outdoor pour être plus spécifique? Très bonne question. Alors, je ne suis pas spécialiste vélo, mais je te dirais oui, les séances sur home trainer, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça se fait pas mal hein, de faire l'intensité à l'intérieur parce que tu as un environnement qui est beaucoup plus régulé. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la dernière vidéo. Alors, pas la dernière sur Instagram parce qu'il parle de ce qui s'est passé avec le dopage en triathlon, mais la dernière sur YouTube, en tout cas la dernière fois que j'ai checké, où il parle de l'intérêt de s'entraîner à l'intérieur. Et je trouve qu'il a des très très bons arguments et des très très bonnes raisons pour encourager l'entraînement en intérieur et non pas en extérieur. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en intérieur, de loin pas, je suis avec toi, il faut sortir, il faut profiter du beau temps et prendre l'air. Très très important aussi pour être sur le terrain parce que c'est là où à terme c'est là où tu feras tes compétitions si tu fais du trail ou du vélo. Mais je dirais que oui, donc indoor, c'est une très bonne idée. Et après, ben, voilà, hein, tu as envie de travailler des blocs de tempo, eh ben, pourquoi pas aller te mettre sur une côte? Parce que tu vas certainement te retrouver dans ces environnements-là quand tu dois produire ce genre d'effort. Donc, tu peux toujours utiliser ces situations-là à ton avantage et choisir ton parcours selon le type de travail que tu vas faire ou que tu veux faire, afin d'utiliser le relief à ton avantage et de non pas être contraint par ton environnement dans ta séance. Léon qui nous dit, petite question, peut-être pas liée au protocole 41, mais aurais-tu une ou deux free tips sur comment préparer son système respiratoire avant un WOD à composante cardio? Merci beaucoup. Ouais, donc très bonne question. Non, pas nécessairement, la formation ne répondra pas à cette question. Ce que Claudia fait et apprécie depuis un petit bout de temps maintenant, c'est les échauffements avec le Breathway Better. Donc, le Breathway qui est un outil d'entraînement respiratoire et avec qui je suis associé, pour être tout à fait franc avec vous tous. Donc, je suis associé avec Isocapnic qui produit le Breathway Better. C'est un outil d'entraînement respiratoire qui te permet de travailler la coordination, l'endurance, la technique, la puissance expiratoire, inspiratoire sur le mouvement de respiration. Et c'est aussi un outil que tu peux utiliser en échauffement. Et c'est un des exercices qu'on visite dans mon programme d'entraînement respiratoire qui se fait d'ailleurs avec le Breathway Better. Et un des exercices, justement, c'est d'utiliser cet outil dans les échauffements pour te permettre de complètement solliciter ton système respiratoire, de te concentrer sur la tâche qui arrive et de pouvoir être à tous les feux au vert, tous les voyants ouverts quand tu attaques ton test, en fait, ton événement compétitif. Parce que souvent, on ne va pas pousser l'échauffement assez loin pour solliciter son système respiratoire. Ou si on le fait pas de la bonne manière. Je m'explique. Je pense que la plupart des gens négligent la durée nécessaire d'un échauffement. Pour qu'il soit bien fait, ça va prendre plus de temps que ce que tu ne fais actuellement. Mon idéal, ce serait 15 à 20 minutes de juste tourner les jambes ou tirer sur un rameur très très tranquillement ou sur un airbike pour juste faire monter la température, mais très 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 gentiment. Et en tout cas, se donner 15 minutes pour le faire. Ensuite, commencer à inclure des efforts un peu plus intenses et spécifiques. Il faut, pour tout échauffer ou pour tout solliciter, il te faut effectuer des efforts à intensité en dessus du deuxième seuil durant ton échauffement pour être complètement prêt à assumer la charge qui va suivre. Donc, bien sûr, tu peux faire des échauffements qui vont être un petit peu plus spécifiques à la tâche qui arrive, mais d'avoir un échauffement général qui s'assure que, un, tu es chaud, donc tu as fait 10, 15, 20 minutes à basse intensité, et deux, tu as fait des intensités en dessus du deuxième seuil, de manière progressive, bien sûr. Tu ne vas pas juste aller te taper un 5 minutes en zone 5 après tes 15 minutes à basse intensité. On réfléchit de manière raisonnée. Ça va te permettre d'avoir tous les voyants allumés, surtout au niveau cardiaque, au niveau vasculaire et au niveau musculaire. Après, le respiratoire, la difficulté, c'est que même sur un effort soutenu en dessus du deuxième seuil, il te faut creuser quand même assez loin pour aller chercher le système respiratoire. Il faut en tout cas faire 1 minute et demie à 2 minutes d'effort en continu. Il faut que cet effort soit en général en dessus du deuxième seuil. Donc ça va être très dur en fait de complètement solliciter ton système respiratoire à l'échauffement. Tu peux tout à fait le faire, hein, mais ça veut dire que ton échauffement va être beaucoup plus long et peut-être te coûter un petit peu plus que ce que tu n'as l'habitude de faire. Parce que tu vas devoir pousser tous les autres systèmes qui sont enclenchés en premier, si on veut. Alors, ils sont tous enclenchés tout le temps, on s'entend bien, mais dans la sollicitation maximale, il y a quand même une séquence jambes, cardiaque
et respiratoire. Donc c'est le dernier en ligne, donc c'est le dernier qui est sollicité, donc c'est celui qui est le moins échauffé. Et donc, c'est là où je pense qu'un échauffement spécifique avec notamment le ballon peut être très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles d'échauffement respiratoire sans équipement? J'y réfléchissais. Un des trucs que tu peux... Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on veut pratiquer à l'échauffement? On veut pouvoir effectuer les mouvements ensuite de compétition de manière propre, de manière efficiente et de manière coordonnée. Et dans le mouvement respiratoire, tu vas vouloir faire quoi? Tu veux faire pareil. Tu veux savoir prendre de grandes inspirations, le faire bien avec une bonne technique respiratoire. Alors oui, on ne va pas utiliser une technique respiratoire parfaite tout le temps, surtout pas quand on est dans le rouge, mais il faut quand même bien l'échauffer et bien la préparer. Donc je pense que oui, on pourrait faire des protocoles de rétention avec donc des mini-apnées. Attention, ne faites jamais de l'apnée sous l'eau et jamais de l'apnée tout seul. Euh, donc des mini-apnées qui vont élever tes niveaux de CO2, qui vont te préparer à la charge de CO2 à laquelle tu vas être contraint une fois que tu commences ton effort, parce que qui dit métabolisme dit production de CO2. Donc, oui, tu peux également faire des petits exercices comme ça, mais je pense que le meilleur des deux mondes se trouve entre les deux. Donc, un petit peu d'échauffement spécifique avec le ballon sur la coordination, l'amplitude complète au niveau respiration, et également un petit peu de travail à- avec des taux de CO2 élevés afin de préparer, de potentialiser ce côté-là si on veut utiliser ce vocabulaire. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question concernant l'échauffement avant un WOD intense. Euh, Tac, 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 on continue. Clyde, j'ai une question. Penses-tu que les habiletés motrices naturelles jouent-ils un rôle dans le profilage morphologique et au niveau physiologique? Au niveau physiologique, je ne le pense pas, d'après ce que je connais. Au niveau morphologique, je n'en connais pas assez sur le sujet pour te donner une bonne réponse. Donc malheureusement, réponse incomplète. Loïc dit bonsoir Sean, peux-tu nous parler des masques dits altitude? Est-il bénéfique pour le développement de la VO2 max? Si oui, comment bien l'utiliser selon toi? Merci d'avance pour ta réponse. Une bonne question. J'avais regardé 2-3 vidéos sur le sujet il y a un petit moment. Je vais essayer de me rappeler des grandes lignes, mais c'est possible que je fasse des erreurs. Donc prends ça en compte dans ma réponse, Loïc. Je te dirais que c'est un outil qui va imposer une contrainte au niveau de la quantité d'air que tu peux respirer par unité de temps. Donc, il y a une contrainte sur le flux d'air, la quantité d'air que tu vas pouvoir bouger. Et donc, de ce fait, imposer une contrainte supplémentaire sur notamment le système respiratoire. Parce que si tu as besoin de ventiler 100 litres minute, mais que ton masque ne te permet que d'en faire 50, je peux te dire que tu vas travailler pour essayer d'arriver à 100, et ça va solliciter tes muscles respiratoires. Donc, je pense que dans ce contexte-là, ça peut être un outil de sollicitation supplémentaire utilisé sur un système respiratoire déjà bien entraîné. Déjà bien entraîné. Je ne le ferai pas sur n'importe qui. Je ferai en sorte que tu aies déjà un système respiratoire qui soit bien entraîné, avec d'autres moyens d'entraînement respiratoire, avant d'appliquer cette contrainte supplémentaire qui va t'encourager à mal respirer. Donc, il faut que tu aies une très très bonne base de mouvement avant de commencer à imposer une charge supplémentaire telle qu'un masque. Après, ce n'est pas des masques d'altitude parce que ça n'a rien à voir avec le fait de manquer d'oxygène dans l'air en altitude. Ça restreint la quantité le volume d'air que tu peux bouger. Ça ne change pas la densité en oxygène. C'est là où est la grande différence, et donc le terme masque d'altitude n'est pas approprié parce qu'il ne réplique pas ce qui se passe en altitude en fait. Donc d'après ce que je comprends, c'est ça dans les grandes lignes, c'est que oui, ça peut être un outil pour appliquer une contrainte respiratoire supplémentaire, mais je préconiserais ça uniquement sur un système respiratoire qui est déjà bien entraîné, ou alors non, ce n'est pas un masque d'altitude et ça n'a pas les effets de l'altitude. Donc les effets sur la VO2 max directement, ça peut, ça peut potentiellement, dans une moindre mesure, avoir un effet sur la consommation d'oxygène au niveau de ton système respiratoire et du coup décroître un petit peu. Alors, est-ce que ça changerait quelque chose ou est-ce que ça redistribuerait un petit peu plus de l'oxygène qui est consommé? À savoir que proche de VO2 max, la proportion d'oxygène qui est dédiée à l'alimentation de ton système musculaire est de l'ordre de 10 à 15%, si je ne me trompe pas. Si tu peux économiser 3% d'oxygène sur, je sais pas, 60 millilitres par kilo, 3%, ça fait quoi? Ça fait 2 millilitres
kilo par minute, si tu peux réallouer ces 2 millilitres par kilo par minute à tes muscles moteurs plutôt que de les avoir utilisés par ton système respiratoire, ça aura, en tout cas, à mon sens, un effet positif sur la performance. Après, sur la VO2 en elle-même, est-ce que la VO2 va augmenter? J'ai de la difficulté à le croire, en tout cas pas dans la majorité des contextes. Didier, Pierrick, merci d'avoir pris le temps, super, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme... Attends, je vais voir si je peux mettre cette... voilà, en favori, comme ça je peux descendre voir le nombre de commentaires qu'on a. Ça va, on n'est pas trop en retard sur les commentaires, alors on continue. Bonsoir Sean, petite question, tu as déjà déterminé les différentes zones d'intensité en puissance vis-à-vis d'un pourcentage de puissance critique, mais cela s'applique-t-il aussi à la course à pied, stride? Oui, tu peux, à savoir que ta zone 4, c'est bon parce que c'est 90 à 105% de ton seuil 2 ou de ta puissance critique. Le haut de ta zone 5, ça c'est bon aussi. Par contre, la démarcation zone 1, zone 2, zone 3, donc ce premier seuil en fait, est une estimation. Et donc ça, c'est la faiblesse d'utiliser ce modèle-là, c'est que tu n'as pas en fait de données précises sur le premier seuil. Au niveau physiologique, hein, tu as cette puissance critique qui est l'équivalent du deuxième seuil, le haut du deuxième seuil, on va dire ça comme ça, ou le bas du domaine sévère, comme tu veux, comme tu préfères. Mais ça ne t'informe pas sur ce qui se passe en dessous, en fait. Ça ne t'informe pas sur ce qui se passe au premier seuil. Et donc, est-ce que ton premier seuil, ça va plutôt être 55, 65 ou 75% de ta puissance critique? Ça va grandement varier selon le niveau de la personne et d'une personne à l'autre. Donc, est-ce que tu peux le faire? Oui. Est-ce que tu dois croire en ce pourcentage de puissance critique pour ta transition zone 2, zone 3? Non, tu ne devrais pas. Prends en compte que c'est une estimation et autorégule tes entraînements en conséquence. Prochaine question, en course à pied avec un capteur stride qui nous sort une puissance critique. Ouais, pardon, je n'avais pas vu la continuation de ta question. Donc, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta requête avec succès. Je te rappelle donc qu'en parallèle de ce question et réponse, je lance la formation Protocole 41, qui est tout ce que j'ai appris sur le profilage au lactate, qui te permet, avec bien sûr un investissement nécessaire dans du matériel d'évaluation au lactate, d'effectuer ton propre profilage, vélo, course à pied, rameur et autres, qui te permet d'établir du coup ton profil métabolique, de déterminer tes seuils, d'optimiser, d'individualiser tes intensités d'entraînement sur chaque modalité, de prendre des décisions d'entraînement sur la base de ces informations et de faire un suivi quantitatif de ton développement métabolique dans le temps. Donc, si tu es intéressé par tout ça, va voir la formation. Le lien est sur l'écran ici. Si tu écoutes en audio uniquement, upsidestrengthacademy.com pour toutes les informations sur cette formation. Je te rappelle que même si tu n'es pas intéressé par la formation, il y a près de 2 heures de contenu en accès libre sur la formation. Donc, va regarder ces vidéos, même si tu n'es pas intéressé par la formation en elle-même. Dark Sloan LWT qui dit non, pardon, ça c'est la même question qu'avant. J'ai Nicolas, et du coup, le Oura Ring, c'est mieux. Non, c'est pas mieux, c'est pire. Et je n'irai pas plus loin. Va lire les articles de Marco Altini sur son Medium. C'est le spécialiste de la variabilité cardiaque. Et les Oura Ring ne sont pas ce qu'elles prétendent être en termes de quantification de la variabilité cardiaque et la qualité des mesures par rapport à d'autres montres et surtout par rapport à une application que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle HRV4, le chiffre 4 Training, HRV4 Training. C'est une très très chouette application, très très intéressant que Gianni m'en parle dans le commentaire suivant. Peux-tu me donner des pistes d'analyse du HRV avec l'appli HRV for Training? Comment interpréter la valeur du jour et les tendances de semaine en semaine et de mois en mois? Donc le spécialiste, comme je te l'ai dit, c'est Marco Altini, c'est celui qui a créé l'application d'ailleurs. Donc va lire son Medium, il a des blogs extrêmement détaillés sur la question qui te donneront toutes les informations qu'il te faut. Mais en gros, il faut que tu regardes les tendances de jour en jour par rapport à la tendance générale pour t'informer de la charge d'entraînement. Si tu t'entraînes beaucoup, c'est un bon moyen de quantifier la réponse de l'organisme à la charge d'entraînement pour t'assurer que tu n'imposes pas trop à des moments où tu ne le veux pas et que tu récupères convenablement. Tu peux aussi voir des augmentations des tendances de mois en mois avec notamment si tu faisais jamais de basse intensité et que tu commences à faire du travail de basse intensité et que tu as déjà un planning chargé, tu vas certainement voir des variabilités cardiaques qui vont être plus élevées plus tu avances dans le temps par rapport à avant, parce que c'est un paramètre qui va être influencé de manière positive par l'entraînement de basse intensité.
On repart sur les autres questions. Pierre, salut Sean, j'espère que ça va. Je t'écris pour avoir ton avis sur les lampes à LED rouge. Les grosses différences entre lampes type Cyto-LED et les lampes Decathlon à éclairage simple. Peux-tu m'en dire un peu plus? La lampe Decathlon, c'est juste une lampe de camping. Et la lampe Cyto-LED opère d'une telle manière à avoir un effet positif sur le fonctionnement de ton corps. En lien avec notamment ce que le soleil t'apporte. Le soleil est extrêmement important pour l'organisme humain, extrêmement important pour l'organisme humain, et plus les années passent et plus je m'en rends compte. D'ailleurs, hier, je suis sorti enregistrer ma petite pensée du jour au soleil, en baladant, parce qu'il faisait très très beau et ça me faisait plaisir d'être au soleil. Et dans des situations où tu n'as pas accès à ce soleil, ces lampes peuvent être intéressantes comme substitut temporaire, à mon avis, ou peut-être comme source de lumière complémentaire à étudier. Je creuserai un petit peu, il y a plein de vidéos sur le sujet, mais je ne suis pas expert donc, et je ne suis pas super calé là-dessus. Mais à mon avis, c'est bénéfique. Je ne suis pas associé à Cytoled, mais j'en possède une moi-même. Je ne suis pas associé avec eux, mais je pense que c'est bénéfique. À vérifier, mais de tout ce que j'ai trouvé, c'est positif. Yacine Djebar, le lien entre FC Max, VO2 Max, PIC et VMA. Très intéressant. Alors, FC Max, c'est la fréquence cardiaque maximale que tu vas pouvoir exprimer dans une modalité donnée. La VO2 Max, c'est la quantité d'oxygène maximale que tu vas pouvoir consommer, soit exprimée en litres par minute, soit exprimée en millilitres par kilo de poids de corps par minute. Dans une modalité donnée, tu n'auras pas la même VO2 max sur un vélo, en course à pied et en natation. VO2 max en général est déterminé sur un test continu et la VO2 max est déterminée lorsqu'il y a un plateau de la VO2. Donc la VO2 monte et d'un coup elle plateau, elle reste en plateau. Un plateau de, je ne me rappelle plus la durée minimum, mais c'est 1 ou 3 minutes ou 4 minutes, je ne sais plus. Aidez-moi dans les commentaires. Pour que ce soit déterminé que c'est la VO2 max, il faut qu'il y ait un temps en fait de plateau de la VO2 max à haute intensité. Si tu n'as pas ce plateau, techniquement, ça ne s'appelle pas une VO2 max. VO2 pic, c'est simplement la consommation d'oxygène maximale qui a été élicitée sur un effort ou sur un test donné. Donc, ça peut être un pic, ce n'est pas nécessairement un plateau sur le protocole que j'ai cité avant. La VMA, c'est communément appelé la vitesse maximale aérobie, qui est en général déterminée par un protocole spécifique. Protocole qui va influencer la valeur de VMA, c'est-à-dire que si tu utilises trois protocoles de VMA différentes, il y a des chances qu'il y ait des variations dans tes VMA. Et donc, c'est simplement une intensité de travail qui vit dans le domaine sévère, en dessus du deuxième seuil, et qui ne veut pas dire grand-chose autre que ça. Est-ce que tu peux utiliser ta VMA pour des temps de soutien, pour des individuations d'entraînement, etc., etc. Oui, tu peux planifier avec ça, mais ça ne veut rien dire au niveau physiologique, juste pour être clair là-dessus. Passons sur les commentaires du chat. On a Nora qui nous dit: je recommande la formation du Breathe Way Better de Sean, vraiment un game changer. Je fais des Ironman entre autres. Eh ben, merci beaucoup à toi pour cette petite promotion. Et vu qu'on est là, eh ben, voilà le lien pour le programme d'entraînement respiratoire. Je pense que ce programme n'est pas pour tout le monde. Je pense que ce programme est pour ceux ou celles qui, sentent qu'ils ont une restriction au niveau respiratoire, ou deux qui sont curieux d'apprendre à comment mieux manipuler et utiliser leur système respiratoire pour que ça devienne un outil, un avantage. Donc ces deux catégories de personnes bénéficieront pleinement de ce programme. Les autres, si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas le temps, si vous avez d'autres choses à faire, ne vous préoccupez pas de ce programme. En attendant, je te rappelle que ce soir, c'est le lancement de Protocole 41, ma formation sur le profilage au lactate. Et on va reprendre du coup avec les questions du chat avant d'aller plus loin. Merci Nora pour le soutien, pour ton soutien sur le programme Breathe Way Better. Dark Sloan, tu n'en parles quasiment jamais dans tes vidéos, il me semble, mais quelle est la place pour toi de l'étirement tout de suite après la séance ou 30 minutes après? Merci de ta réponse. J'en parle pas parce que c'est pas mon créneau et j'ai pas nécessairement les détails en tête pour te répondre. Je te dirais, va regarder les vidéos de Training Therapy, de Fred Kos et de Kevin de K-Swiss et fais-en toi ta propre idée. Fais-en ta propre idée. Voilà. Va regarder ces trois, regarde ce qu'ils disent,
et essaye de trouver ce qui se trouve à l'intersection de ces idées. Ce serait ma recommandation. Je commence Breathe Way Better. Jason, comme conseillé lors du profilage, je me réjouis de te faire un retour. Absolument, je me réjouis. D'ailleurs, Jason, n'oublie pas de m'envoyer tes vidéos une fois que tu fais les premières séances, parce que j'aime bien voir comment les gens bougent. C'est facile de respirer d'une manière qui est non optimale quand on essaye de reposer les bases de la respiration. Donc, n'hésite surtout pas à m'envoyer quelques vidéos sur les 2-3 premières semaines pour que je puisse t'aider à corriger des choses s'il y a correction à faire. Et bien sûr, on fera un retour par la suite. Autre question, perspective, à quand une vidéo avec Tristan Aeronuman sur les seuils? Hé, 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 ça arrive, ça arrive. Tristan, si tu regardes ce live, je pense pas, il a de meilleures choses à faire. Mais Tristan, si tu entends ce live, ou alors, tu sais quoi? Pour tous ceux qui me regardent ici ou qui m'entendent, si tu suis Tristan et Aaron Newman, va sur sa chaîne et mets des commentaires, très gentils bien sûr, avec des petits bisous idéalement. Mets des commentaires sur une de ses vidéos, sur sa dernière vidéo par exemple, en disant à quand la vidéo avec Sean sur les seuils. Il m'en a parlé il y a un petit moment, il m'a relancé 2-3 fois, ça va se faire, ça va se faire. Mais c'est un homme qui est bien occupé, tout comme moi, donc c'est pas toujours facile de trouver le bon moment. Mais sache que moi, je suis 100% partant, je me réjouis de cet échange. D'ailleurs, je croyais qu'il avait d'autres invités en tête aussi pour une chouette petite conversation autour de ces sujets. Donc moi, je l'attends avec autant d'impatience que toi. Voilà. On avance avec Léon. Merci pour les tips. Oui, j'imagine sans matériel, les petites apnées me paraissent sympas à essayer. De manière progressive, j'ai déjà vu des gars se pincer le nez et forcer l'inspiration par celui-ci. Tu peux faire ça aussi, mais honnêtement, je pense que ça aura beaucoup moins d'intérêt, le fait de te forcer à respirer par le nez. Note que tu peux, hein. Mais après, ouais, encore une fois, je prêterai attention à la manière dont tu respires si tu commences à imposer ces contraintes supplémentaires. Comme je te l'ai dit avant, comme avec le masque en fait d'altitude, qui n'en est pas un, tu peux vraiment respirer de travers et ne pas avoir le mouvement optimal que tu souhaites. Damien, bonjour Sean, que penses-tu du modèle norvégien qui utilise le lactate mais qui n'individualise pas en fonction de la personne, c'est-à-dire des intervalles longs 2 millimoles et courts 4 millimoles? Merci. Je t'invite à aller lire une étude récente qui est parue ou une revue sur cette approche norvégienne où il semble que ces valeurs sont individuelles et ne sont pas fixes à 2 et 4 millimoles. Je pense que ces 2 et 4 millimoles, ils ont émergé et je n'ai pas la réponse parfaite, mais je pense qu'ils ont émergé parce que les coachs qui les ont réfléchis, c'est des coachs qui avaient beaucoup d'athlètes avec eux, des athlètes d'un certain profil, des athlètes d'un certain niveau, et qui avaient tous des profils très, très similaires. Parce qu'à un moment donné, si tu coaches des coureurs disons par exemple, de semi-marathon ou de 10 km, un Ingo Brixton par exemple, qui court, je sais, même plus court que ça, je pense que si la personne est construite pareil ou vient d'un moule donné en termes de passé d'entraînement, de philosophie d'entraînement, ils vont avoir un profil qui est très très similaire. Et du coup, c'est possible que plusieurs athlètes dans un même groupe se retrouvent avec des valeurs de lactatémie à différentes vitesses qui soient très très similaires. Ce qui engagerait ou ce qui peut-être encouragerait le coach à utiliser ces valeurs fixes parce que tout le monde peut évoluer sur ces valeurs si tout le monde est pareil. Mais cela étant dit, ça reste une sursimplification à mon avis et que est-ce qu'ils vont viser des valeurs précises? Il semblerait que oui. Est-ce qu'elles sont juste 2 et 4 millimoles? Je ne crois pas. C'est en tout cas pas comme ça que je le comprends. J'ai peut-être tort, mais en tout cas de ce que j'ai vu, c'est pas nécessairement comme ça qu'ils vont opérer. C'est pas nécessairement comme ça qu'ils vont opérer. On continue sur les questions. Florian, domaine natation sportive. Je te rappelle que je ne suis pas du tout calé en natation. Je vais essayer, hein, mais je ne suis pas du tout calé en natation. Donc, je sais qu'il y en a des beaucoup plus calés que moi en nat. Donc, va chercher les experts pour te répondre. Mais j'essaie quand même parce que c'est toujours sympa. Profil jeune de 13 à 16 ans. Orientation du groupe demi-fond-fond, donc 200 mètres à 1500 mètres. Entraînement, 8 entraînements de 2 heures de natation et 3 séances de préparation physique. Comment peut-on rendre un athlète nageur le plus résistant possible? Comment arriver à nager plus vite sur les 200 mètres nage libre ou 400 mètres nage libre sans pour autant gagner en vitesse? Exemple, comment rendre un nageur nageant 1 minute à fond au 100 nage libre à faire 1,03 de moyenne sur le 200 nage libre pour faire 2,06 ou 2,07 et pas exploser à 2,12 tout en gardant la même vitesse sur 100 mètres. Tu m'as déjà perdu malheureusement avec
ces notions parce que, comme je te dis, je ne pense pas en piscine. Je ne sais pas, simplement que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas si j'ai été très clair, désolé de ce long message. Alors, t'excuse pas, ça me fait plaisir de lire ton message et d'y répondre, mais malheureusement, j'aurais pas une très très bonne réponse. Je pense il y a plein de choses importantes que tu peux faire. Le travail technique me semble déjà un levier intéressant, parce que qui dit technique dit efficience et coût énergétique. Et si tu peux réduire ton coût énergétique avec une meilleure technique, eh ben, tu vas pouvoir aller plus fort et plus longtemps. Euh, Travail de basse intensité, travail de moyenne intensité, travail de haute intensité, planifié au bon moment de l'année pour les bonnes raisons. Euh, ouais, malheureusement, c'est nul comme réponse, je sais, mais malheureusement, j'ai rien d'autre. On arrive sur les 8 heures. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Merci pour ceux qui suivent ce live. On va continuer. Tant qu'on a des questions, on va continuer parce que j'aime bien et j'avais prévu d'être là un moment. Donc soyons là un petit moment. Soyons là un petit moment. Emilien, je vous contacte suite à votre vidéo sur l'entraînement en zone 2. Je pratique le VTT depuis plusieurs années, mais je m'intéresse davantage à mes performances pour la saison qui suit. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que je peux augmenter le volume de travail en zone 2 au fil de la saison ou non? En restant en zone 2, évidemment. Merci d'avance. Absolument, tu le peux. Absolument, tu le peux. Si je comprends bien ce que tu essayes de faire, je te conseille d'aller, regarder ma vidéo sur Niels van der Poel, le patineur de vitesse, et ensuite d'aller lire son manuel d'entraînement, et d'ensuite aller chercher sur Twitter quelques personnes qui ont fait un petit peu de manipulation des différentes données qu'il a partagées. Pas de manipulation, mais d'illustration graphique, on va dire, des données qui ont été partagées dans ce manuel d'entraînement, afin d'illustrer le développement de ces années d'entraînement qui ont mené, je te le rappelle, à une double médaille olympique en patinage de vitesse et à un double record du monde également. Sur les distances de 5 et 10 km, qui sont des efforts de 6 à 12 minutes et demie, pour lui, en tout cas. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à trouver dans son manuel d'entraînement, avec notamment une période d'endurance fondamentale très, très longue, d'1 an et demi, si je ne me trompe pas, avant de commencer à intégrer de l'intensité. Donc, est-ce que tu peux le faire et est-ce que tu peux en bénéficier? Est-ce que ça te rendra meilleur pour l'année suivante? Si tu le fais correctement, absolument. Et mange assez. Mousse, pardon. Comment intégrer la zone 2 dans la pratique d'un sport de combat? Fréquence et l'outil a dit quoi qu'il existe. Tu peux le faire de différentes manières. Je préconiserais un vélo type bike erg ou watt bike, ou un vélo d'extérieur même, ou un vélo sur home trainer, ou un vélo de spinning, c'est égal. Ou alors un assault bike. Assault bike, pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt, et si tu n'étais pas là plus tôt, ben, regarde l'enregistrement et écoute ma réponse avant. Pour les plus gros gabarits, tu peux faire sur l'assault bike. J'ai eu un retour très très intéressant avec un coach de préparation physique en MMA et en sport de combat, qui a appliqué ces idées de basse intensité sur ses athlètes. Alors sur lui d'abord, qui en a vu les bénéfices, sur ses athlètes ensuite, et il a vu des améliorations, notamment dans la capacité de répétition de sprint, significative. On en parle, cherche MMA sur ma chaîne, tu devrais trouver, la conversation est assez récente. Donc, pour avoir un peu plus de contexte, je te conseille cet échange. Romain, est-il possible de faire de la zone 2 en natation? Oui, absolument. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il faut une très très bonne technique avant de pouvoir véritablement faire de la zone 2 en natation. Donc, pour les nageurs, si vous n'avez pas déjà un coach, prenez un coach en natation, améliorez votre technique et apprenez à nager lentement et à nager bien.